2 semaines que le marché des cryptos est plat. Toujours des petits décalages à droite, à gauche. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire mais c'est bien haut tout ça, ça a trop monté? Bah oui, 2021 c'était quand même une très bonne année. Est-ce que 2022 ça peut baisser très fort? Tiens, et si on posait la question aux baleines? Baleine en anglais, whale. On dit bien whale d'ailleurs, on dit pas whale. Bah oui, on dit pas bit jeton, on dit bitcoin. Il dit qu'il voit pas le rapport. Parlons donc de ce mammifère marin qui peut mesurer 30 mètres et peser 200 tonnes. Eh bien, dans le monde des cryptos, c'est ce qu'on peut appeler quelqu'un qui a beaucoup de bitcoin. Nous avons également dans cet écosystème des fiches. D'ailleurs, peut-être que tu connais ce terme-là dans le monde du poker. Ce qui veut dire poissons, des suiveurs, qui ont pas trop d'avis, qui ne prennent pas trop d'initiative. Plutôt d'ailleurs considérés comme des débutants. Exemple d'ailleurs lorsque nous avons des situations un peu de faiblesse que nous pouvons appeler des mouvements de panique, ils sont le plus souvent alimentés par des liquidations. Et oui, parce qu'on veut rouler en Lamborghini très rapidement, et ce avec une petite taille de compte de trading. Bah oui, what did you expect? Donc le seul moyen d'y arriver, c'est soit de travailler très dur, et ce à moyen long terme, et d'augmenter progressivement son capital et donc la taille de ses positions. Mais vu qu'on n'a pas le temps d'attendre, on met 30 fois la maison sur un truc bien volatile et advienne que pourra. Ça nous donne très souvent, pas toujours, mais généralement, ce genre de choses ici sur le Bitcoin. Et avec cette petite barre verte, ça nous montre combien de millions de dollars se font sauter du game. Le dernier épisode en date, 25 novembre, le Bitcoin passe sous les 55 000 $, panique générale, bear market, fin du game, on va passer un Noël pourri, une fin d'année catastrophique parce que on a les pieds au bord de la falaise, 640 millions de dollars qui sautent sur une journée à cause de l'effet de levier et manque de bol. Tu me crois pas, c'est le point bas. Derrière le Bitcoin, il prend 10%. Bon, mon discours est assez sarcastique. Mon but, c'est aussi d'appuyer là où ça fait mal. N'utilisez jamais l'effet de levier. Ça évite de se faire rincer sur des moments clés de marché. Bah oui, ils ont des grandes quantités de crypto et du jour au lendemain, il suffit d'un petit claquement de doigts, enfin un petit cliquement de souris et je fais ce que je veux des cours. Généralement, ces baleines sont pas là pour croire que le marché des crypto-monnaies, finalement, c'est de la spéculation à court terme. Mais c'est vrai qu'en observant leurs mouvements, ça peut nous permettre de déterminer des points de marché qui peuvent sembler intéressants. Une indication de positive attitude ou de négative attitude, que ce soit du marché dans son ensemble, mais aussi d'une crypto en particulier. Et dans ce marché flat, autrement dit neutre, plat. On atteste d'ailleurs toujours la capitalisation totale qui évolue toujours autour des 2500 milliards de dollars. Ça fait 2 semaines que ça dure. Un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Pas de panique, pas d'euphorie. Bref, du range. N'oublions pas quand même d'où on vient en prenant toujours un petit peu de recul. Est-ce qu'on a des signaux de retournement baissier à moyen terme sur les marchés? Non. Car la tendance de fond, la tendance dominante reste toujours haussière. Et du coup, les baleines, en l'occurrence MicroStrategy, en profitent pour Buy the Dip. Oui, c'est cette société de logiciels et de services d'analyse entreprise qui accumule maintenant depuis un certain temps, dont le patron Michael Saylor, qui d'ailleurs détient à titre personnel une petite quantité de Bitcoin non négligeable. Oui, pas moins de 17 000 Bitcoins quand même. Alors, il les a payés pas cher, moins de 10 000 $ chacun. Alors, pas cher aujourd'hui, mais à l'époque, ça peut paraître cher. Et il continue d'ailleurs à accumuler au travers de sa boîte. En l'occurrence, il ajoute à son petit portefeuille plus de 7 000 Bitcoins pour un montant total de plus de 410 millions de dollars. Au prix de revient unitaire de exactement 59 187 $. C'est ce qu'on appelle donc le PRU, le prix de revient unitaire. Aujourd'hui, il détient donc plus de 121 000 bitcoins pour plus de 3,5 milliards de dollars. Il fait quoi donc du DCA, Dollar Cost Average? Dès que ça baisse un peu, il en reprend. Ça monte, tant mieux, monter. Et puis quand ça rebaisse après, il en reprend à nouveau. Alors certes, son prix de revient augmente, mais en même temps, il travaille la tendance à chaque repli, puisque son prix de revient unitaire maintenant de manière générale, on est en dessous des 30 000 $. D'ailleurs, il en a tellement que la valorisation de sa boîte, donc MicroStrategy, est quasiment équivalente à la valorisation des bitcoins qu'il détient au travers de son entreprise. D'ailleurs, ça nous donne une corrélation relativement étroite entre l'évolution des cours du bitcoin et l'évolution de l'action MicroStrategy. Et là, peut-être que tu te poses la question, mais si tu te la posais pas, je te la pose quand même, pourquoi ne pas acheter en fait directement des actions MicroStrategy plutôt que du Bitcoin? Ma réponse sera relativement simple. Il faut aller à la source. Si tu crois en MicroStrategy, oui, effectivement, il vaut mieux acheter l'action. Si tu crois au Bitcoin, autant acheter du Bitcoin. Ça paraît simple comme ça, mais
pas forcément, puisqu'on me pose la question. Mais de manière plus fondamentale, le fonctionnement d'une boîte, c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus de paramètres à gérer et à analyser que l'actif en question. Parce que la santé de la boîte peut être complètement différente de ce sur quoi elle est censée être corrélée. Bon là, la situation est quand même exceptionnelle puisque la valorisation de MicroStrategy est équivalente quasiment à la valorisation du nombre de bitcoins qu'elle détient. Mais ce qui vaut pour cette situation-là, ça vaut par exemple pour l'or. Je pense que l'or va monter. Est-ce que c'est intéressant d'acheter une action, une entreprise minière par exemple, qui est censée corréler du coup à l'évolution des cours de l'or? Sauf que la société, il y a tout ce qui est notion de gestion, ressources humaines, du coût, des marges, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération en plus que simplement l'évolution des cours de l'or. Du coup, l'or peut monter, mais l'action de l'entreprise en question peut ne pas monter, voire même baisser et s'effondrer. Alors, il n'y a pas que MicroStrategy dans la vie ou Tesla, d'ailleurs ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Elon Musk, mais il y en a beaucoup d'autres. Ici, il y en a 32 qui sont répertoriés, que ce soit d'ailleurs des entreprises publiques ou privées, et détenant à elles seules tout de même 350 000 bitcoins. Et si l'on dépasse le cadre des baleines, on a un certain directeur général et cofondateur Jack. Oui, il a cofondé Twitter et il se barre. Simplement parce qu'il estime qu'il a tout donné et qu'il n'a plus grand chose à donner, il a fait le tour, et que la boîte est prête à se passer de ses fondateurs. Il restera tout de même membre du conseil d'administration jusqu'à l'année prochaine. Et il passe le relais au responsable technique. Mais que va-t-il faire donc? Il va se concentrer sur son autre société. Oui, il en a une autre qui est cotée aussi. Square, qui travaille sur une application Cash App. Ça regroupe des outils financiers mis à disposition des particuliers, comme des systèmes de paiement, tout ce qui est investissement en Bitcoin, envoyer, stocker, dépenser de l'argent directement et facilement. Tu as compris, il avait déjà un pied dans les cryptos et là il va mettre les deux pieds, les deux bras, il va plonger dedans et s'y mettre à fond. Tout va bien d'ailleurs pour l'action Square depuis 2017. On était à moins de 10 $, on est à plus de 200 $, même si c'est vrai que l'année 2021 a été plutôt flat. C'est pas d'ailleurs tout à fait la même histoire pour l'action Twitter. C'est beaucoup plus compliqué. On a pété les plus bas annuels. On s'est extrait par le bas de ce triangle symétrique. Bref, c'est pas beau à voir. Et en parlant de baleines, il y en a même sur Shiba. Ouais. Ah puis là, il s'en accumule des milliards. En plus de ça, dernièrement, Kraken, donc un exchange crypto, a annoncé qu'il allait, ça y est, lister Shiba. Bon, forcément, derrière, elle a pris 30% direct. D'ailleurs, Shiba va également intégrer le monde du jeu vidéo. Alors, on le transforme aussi un peu en métaverse, disons que c'est vrai que la frontière entre les deux, c'est kiff bourricot, on ne sait pas trop ce qui est du domaine du jeu vidéo et du métaverse. C'est vrai qu'en ce moment, dire que c'est métaverse, c'est quand même mieux. Shiba a donc annoncé embaucher un vétéran des jeux vidéo, William Volk. Et c'est pas fini, Shiba pourrait même être ajouté à un système de paiement. Et ça concerne Newegg, une société cotée au Nasdaq, basée en Chine, qui pourrait proposer d'ici les fêtes de fin d'année, là, 2021, ça va être incessamment sous peu, le paiement de produits technologiques sur son site de commerce en ligne. Et pour revenir sur les baleines, parmi le top 100 des wallets qui détiennent de l'Ethereum, ça se renforce suite à cette annonce sur le Shiba, puisque leur position sur le Shiba a augmenté de 40% dans les 24 heures qui ont suivi cette annonce. Ils en détiennent aujourd'hui plus de 2,6 milliards de Shiba. En attendant, petits poissons que nous sommes, on essaye de naviguer au gré du vent et on navigue toujours au près, ni vent de face, ni vent de dos, puisque je le rappelle, on reste dans ce range de la capitalisation totale autour des 2500 milliards de dollars. Nous avions vu également que le Bitcoin avait enfoncé cette zone des 58 000, 60 000 $, mais que ça ne remettait pas en question la tendance de fond haussière à moyen terme. Et ce serait d'ailleurs un beau cadeau de Noël que de la reconquérir avant la fin de l'année. En attendant, c'est l'Ethereum qui reprend du poil de la bête, proche de ses records historiques. Et d'ailleurs, le ratio ETH-BTC a réalisé un nouveau record annuel. Non, ce n'est pas un record historique puisqu'en 2018, il était déjà beaucoup plus haut. Et oui, à cette époque-là, il surperformait largement le Bitcoin. D'ailleurs, beaucoup estiment à l'avenir que la valorisation de l'Ethereum va dépasser la valorisation du Bitcoin.
ce qui s'appellerait alors dans ce cas-là le flippening. Nous, petits poissons, on va donc continuer de travailler tranquillement toutes les stars de 2021 qui pour autant, même si elles sont endormies depuis maintenant un mois ou deux, pourraient tout à fait se réveiller. Et oui, ça nous donne quand même des bons points d'entrée, même si elles font pas beaucoup de bruit. Je pense par exemple à Solana qui tranquillement est revenu sur cette zone des 180 $ qu'on avait identifié et depuis d'ailleurs elle a pris 20%. Elle retourne au milieu de son range et pourquoi pas pourrait nous offrir une petite surprise au pied du sapin. On oublie les plus faibles pour le moment, même si c'est vrai que ça m'a quand même causé du tort, hein. Exemple Luna, ah bah elle faisait partie des plus faibles, du coup je l'ai sortie pour en privilégier d'autres et puis quelques jours plus tard, bim, ATH. Eh oui, c'est comme ça arrive à tout le monde. Tout ça pour vous dire que si vous croyez en des projets à moyen, long terme, il y a peut-être des opportunités qui sont en train de se créer avec techniquement des retours sur des zones daily. Profitez d'ailleurs de cette période de calme pour creuser les projets en question. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de signal baissier à moyen terme, il n'y a pas forcément de raison de sortir et encore moins de paniquer. On peut céder toujours des moyennes mobiles, soit elles sont haussières, on est au-dessus, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Si elles sont baissières et que les cours sont en dessous, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Je simplifie à l'extrême. Luna, elle faisait pas partie de mes préférés. Il n'y avait pas de tendance baissière, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pris cette décision, je l'assume pleinement. Et d'ailleurs, on ne peut pas être partout. Donc, on travaille nos dossiers préférés sur des niveaux clés. On continue à travailler encore et encore des départs journaliers. Et celles qui sont les moins punchy, on laisse tomber. On reste exposé, même si le marché est en latéralisation. Il y a quand même quelques opportunités et de l'action. Car coincé, le marché ne le restera pas éternellement. Et pour tous vos likes, vos partages, je vous remercie infiniment. Ciao!